Qui veut commencer? Alors, qu'est-ce que c'est un atelier populaire d'urbanisme? Eh bien, il y a atelier, ça veut dire qu'on se met ensemble et qu'on va travailler entre guillemets, en tout cas, ensemble, on va essayer de faire des propositions. On défend vraiment l'idée de la notion d'expertise d'usage, c'est-à-dire qu'on a tous eu une expertise parce qu'on vit dans un quartier, parce qu'on l'éprouve, parce qu'on le pratique tous les jours, et donc on a cette expertise-là. Donc c'est apprendre entre nous, et c'est aussi, en plus d'apprendre, c'est aussi de faire des propositions. Des propositions, du coup, évidemment, donc au pouvoir public. Alors, certains vous me diront aussi, il y a des conseils citoyens, il y a d'autres instances qui existent, il y a aussi les SICA qui se développent maintenant, sauf qu'en fait, l'intention d'un atelier populaire d'urbanisme, c'est qu'on n'est pas encadré par une réglementation, on s'autosaisit des sujets qui nous intéressent et qui nous concernent. Dans chaque quartier, il y a des collectifs qui existent et qui agissent. Et donc notre volonté, c'est que dans tous les quartiers de Marseille où il y a ces collectifs déjà qui peuvent porter ça, qu'il y ait des ateliers populaires d'urbanisme. Voilà. Un centre-ville pour tous, c'est une association de bénévoles, enfin de militants. On n'est aucunement subventionné par personne, on est indépendant. Et c'est notre tout premier atelier populaire d'urbanisme, donc comme toutes les premières fois, on espère que vous serez indulgents. On fait donc ça dans le cadre qui va nous être exposé ensuite de l'enquête publique. Et on a reçu un message hier soir d'encouragement en fait des commissaires enquêteurs. Et je crois que c'est intéressant de savoir ça. C'est-à-dire que les commissaires enquêteurs auprès de qui vous allez pouvoir donner ce que vous aurez écrit ou dit, on va en reparler de ça, ils sont demandeurs, quoi. Vraiment, vraiment demandeurs. Donc ça, c'est formidable. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce message. Cette enquête, elle est dans le cadre d'un plan global, d'un projet global, qui s'appelle le projet partenarial d'aménagement, dans lequel les acteurs principaux sont la ville, l'État, la métropole, plein d'associés, bailleurs sociaux, etc., établissements publics fonciers, etc., qui fait suite à une décision du ministre de Normandie l'an dernier, en accord avec la ville et la métropole, de désigner 4 îlots dans le centre-ville, pas que ici, mais aussi à la Belle de Mai et dans d'autres secteurs, comme ce qu'ils appellent îlots démonstrateurs, sur lesquels l'objectif global, c'est de réhabiliter d'abord ces îlots-là et ensuite le reste du logement indigne dans la ville. Je vous rappelle juste le chiffre qui est donné par les ministères, c'est sur Marseille 40 000 logements potentiellement indignes, dont l'objectif de la puissance publique est de les réhabiliter et de les redonner aux habitants, sous forme de logements accessibles. Accession sociale à la propriété, aide aux propriétaires qui peuvent faire les travaux dans leurs immeubles, ou transformation en logement social. Quand on dit logement social, nous, à Centre-Ville pour tous, nous insistons très fort sur logement très social. Autrement dit, autour de 4 ou 5 euros le mètre carré mensuel, et pas du logement social haut de gamme, comme malheureusement certaines sociétés publiques le produisent. Alors, dans ce cadre-là, cette étape qui se termine jeudi prochain à 16h. Je vous dis pourquoi jeudi prochain à 16h, parce que c'est la fin de la commission d'enquête publique, et donc jusqu'à ce moment-là, vous pouvez déposer vos observations sur le sens du projet, sur vos exigences, si vous êtes propriétaire, si vous êtes locataire, si vous êtes commerçant. Et le commissaire enquêteur rendra public la totalité des observations qui sont déposées. Et ça fera partie, après, du débat public et à la puissance publique de trancher sur ce qu'elle veut. Parce que notre premier problème vis-à-vis de cette enquête publique, c'est que pour le moment, elle ne dit pas quel est le plan, quel est le projet. Elle dit qu'il y a une volonté de réhabiliter, mais dans quel sens et pour quels habitants. Et donc c'est la première question que nous mettrons en débat, et Emmanuel va le développer. C'est est-ce que c'est bien un projet pour permettre à ce centre populaire de continuer à être habité par des habitants tels qu'ils sont, et non pas des habitants fantasmés. Vous connaissez la musique, venus de Paris, classe aisée, etc., etc. Voilà. Donc pour nous, c'est une exigence forte qu'on voudrait mettre en débat.
Donc, Centre-ville pour tous, là, va s'exprimer par écrit auprès du commissaire enquêteur. On rendra ça public, notre première réflexion dimanche et jeudi, notre réflexion définitive. Mais l'important pour nous aujourd'hui, c'est le sens des ateliers après, c'est que, vous vous exprimiez, vous fassiez une opinion, et ensuite que vous pouviez déposer, pour ceux qui veulent, auprès du commissaire enquêteur, vos observations personnelles ou de votre groupe ou de vos amis. Et vous savez qu'on a fait un énorme partenariat et un énorme dossier sur le plan local d'urbanisme intercommunal, qui est toujours consultable. Et dans cette enquête publique pour le plan d'urbanisme, il y avait un site internet où on pouvait lire tous les documents, mais il y avait aussi un site internet où on pouvait lire déposer ses observations et lire toutes les observations qui étaient faites par les uns et par les autres. Malheureusement, dans ce cas-là, c'est d'aller avant jeudi 5h au 40 rue Fauchier, à l'urbanisme, pour déposer votre papier. Voilà. Donc d'abord, il faut savoir que pendant de nombreuses années, jusqu'à à peu près 2010, ça marche bien ? Ouais. La ville de Marseille a eu une stratégie sur la lutte contre l'habitat indigne qui était une intervention à l'échelle de l'immeuble, donc dans le diffus, c'est-à-dire un peu au coup par coup sur le centre-ville, mais pas que, avec ce qu'on a mis en place qui s'appelait des protocoles d'éradication de l'habitat indigne, qui était en gros un partenariat avec des financements de l'État, de la métropole, enfin avant la communauté urbaine, et puis de la ville de Marseille, sur donc la lutte contre l'habitat indigne. Donc on intervenait comme ça, un peu de partout dans le diffus, on saupoudrait des subventions, à la fois des outils incitatifs, donc avec des subventions aux propriétaires, et à la fois des outils plus coercitifs, qui allaient même parfois jusqu'à l'expropriation, et c'est le cas des périmètres de restauration immobilière qui ont été mis en place dans les années 90, sur le Panier, sur Belzins, et puis en partie sur Noailles, mais ça a été arrêté assez rapidement. Bon. Donc on avait cette stratégie au niveau de la ville qui était d'intervenir dans le diffus à l'échelle des immeubles. Autour des années 2010, avec de nombreux constats d'échec, dont d'ailleurs nous on a aussi participé à cette critique et à cette analyse des limites de l'intervention de la ville, et je ne rentre pas dans tous les outils qui ont été mis en place, parce qu'on va essayer quand même de travailler, de discuter plus sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais à partir de 2010, il y a eu l'idée qu'il fallait intervenir davantage à une échelle un peu plus large, qui était une échelle de l'îlot, et non plus simplement de l'immeuble, donc du pâté de maison, qui est compris entre 4 rues, on va dire. Et avec cette stratégie, il s'est mis en place ce qu'on appelle l'opération Grand Centre-Ville, qui est encore d'actualité aujourd'hui, qui est assurée par la Soleam, qui est l'opérateur aujourd'hui de la métropole, qui était avant l'opérateur de la ville, mais aujourd'hui c'est sous la direction de la métropole que la Soleam intervient. Et donc on intervient comme ça sur 35 en fait, petits îlots pour avoir un effet un peu de masse, on va dire, sur des secteurs d'habitation, avec derrière toujours l'idée de rendre, disons, le quartier plus... d'avoir des opérations un peu visibles et de redonner une attractivité au centre-ville. Et c'est exactement cette logique-là qu'on retrouve dans ce nouveau projet partenarial d'aménagement, qui est donc le nouvel outil qui a été mis en place par la métropole après les effondrements de la rue d'Aubagne. En fait, donc, au lendemain des effondrements de la rue d'Aubagne, assez rapidement, on a des annonces de la métropole. Alors, je rappelle que la métropole aujourd'hui, c'est quand même l'autorité qui a compétence sur les questions d'urbanisme, à 80% des questions d'urbanisme. C'est aujourd'hui la métropole. La métropole, c'est quoi? C'est Marseille, mais c'est aussi 92 autres communes, avec une situation assez particulière où on a une ville centre, Marseille, qui était très pauvre et qui comprend beaucoup de difficultés, y compris urbaines, et des villes parfois aux alentours qui sont plus riches. Bon. Et donc aujourd'hui, la compétence sur l'habitat, sur l'urbanisme, c'est la métropole qui en assure la quasi-totalité, que ce soit sur les questions de voirie, d'espace public, mais aussi sur toute la stratégie de lutte contre l'habitat indigne. Donc dans ce cadre-là,
à la suite des effondrements, il y a un nouvel outil qui se met en place, qui reprend la philosophie qu'on avait déjà mis en place dès 2010 avec la Soleam et l'opération Grand Centre-Ville. C'est l'idée d'intervenir sur des îlots. Et donc il y a 4 îlots qui sont définis dans ce projet partenarial d'aménagement. Donc Patrick en a un tout petit peu parlé. C'est donc un projet qui rassemble l'État, la ville, la métropole et puis d'autres, la Caisse des dépôts, les bailleurs sociaux et puis d'autres opérateurs. L'idée, c'est d'avoir une intervention sur différents îlots, 4 îlots qui sont démonstrateurs. Ce sont les premiers îlots qui vont être sur lesquels il va y avoir une intervention, on va dire, à titre expérimental. Certainement, d'autres îlots vont par la suite être définis. Un peu donc sur le même mode de pensée qu'en 2010-2011, quand on est l'opération Grand Centre-Ville, c'est-à-dire on intervient à l'échelle d'un îlot sur une intervention un peu plus globale que simplement à l'échelle de l'immeuble. Bon. Donc c'est dans ce cadre que aujourd'hui, enfin depuis le 5 février, est ouvert l'enquête sur la déclaration d'utilité publique. Alors, je vais expliquer un tout petit peu ce que c'est. Une DUP, déclaration d'utilité publique, c'est l'outil, c'est la première étape d'un processus dont l'idée est de racheter en fait progressivement tous les immeubles qui sont des immeubles qui appartiennent à des petits propriétaires privés, pour l'essentiel. Certains ont, je crois, d'ailleurs, pratiquement des immeubles entiers. Il y a quelques propriétés uniques, là. Je parle du 65 au 83 rue d'Aubagne. Vous avez le plan du périmètre juste derrière. C'est ce périmètre-là dont on parle. Bon. La métropole a décidé de racheter les immeubles qui sont donc compris entre le 65 et le 83 de la rue d'Aubagne. Via d'ailleurs, mais c'est un peu, c'est un détail qui n'est peut-être pas très important, mais enfin en tout cas les propriétaires le savent, via l'établissement public foncier qui est mandaté. C'est comme si la métropole sous-traitait à l'établissement public foncier les négociations auprès des propriétaires et le rachat des immeubles. Bon. Alors, l'établissement public foncier, c'est un outil de l'État qui a pour objet, en gros, ce qu'on appelle le portage foncier, les acquisitions, c'est-à-dire qu'ils ont de l'argent et ils sont missionnés par une collectivité ou par une intercommunalité pour racheter des biens sur des projets qui ne sont pas forcément encore définis. C'est en gros une sorte de veille foncière et d'appui aux collectivités sur l'acquisition d'immeubles avec une capacité de trésorerie que n'a pas forcément une collectivité pour pouvoir acheter. Ce qui coûte très cher dans un projet d'aménagement, c'est d'acheter des immeubles. Bon. Alors la DUP, le principe, c'est quoi? Donc dans le mot, il y a l'utilité publique. L'idée, c'est donc de pouvoir justifier de l'utilité publique d'un projet pour que l'institution, ici entre autres la métropole, puisse racheter de façon obligée aux propriétaires tous ces immeubles. Donc il faut savoir qu'en fait, il y a déjà depuis plusieurs mois, et s'il y a des propriétaires de quelques immeubles ici, peut-être qu'ils voudront prendre la parole après, il y a déjà depuis plusieurs mois des démarches donc, de l'établissement public foncier, mandaté par la métropole, des démarches de négociation amiable pour racheter auprès des propriétaires leur logement, leurs immeubles. Bon. Ça a commencé. Mais pour compléter ces négociations et de façon à ce que la collectivité s'assure du rachat de tous les logements, parce que là l'idée c'est de racheter tous les lots, les logements, les parties communes, etc. de tous ces immeubles, pour s'assurer de ce rachat-là, lorsque les négociations ne permettent pas d'aboutir à un accord entre le propriétaire, qui serait donc vendeur, et l'acquéreur, qui serait l'établissement public foncier, qui est missionné par la métropole. Lorsque ces négociations n'aboutissent pas, pour s'assurer d'une maîtrise complète de l'ensemble de l'îlot, c'est-à-dire du rachat de tous les immeubles, l'institution met en place une déclaration d'utilité publique avec donc la capacité d'exproprier derrière. C'est ça que permet la déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire on justifie de l'utilité publique d'un projet pour pouvoir derrière
aller jusqu'à l'expropriation des immeubles si les négociations amiables ne fonctionnent pas. Ça, c'est le principe. Enfin, tout ça est encadré par la loi. Et là, dans le cadre donc, précis de cette situation, ce qui a été décidé au niveau de la métropole, c'est de mettre en place une réserve foncière. Donc, l'idée qui est derrière ça, c'est de dire, en gros, aujourd'hui, on n'a pas un projet qui est défini sur ces îlots, sur cet îlot et sur ces immeubles. Et donc, on va considérer que, au regard de la dangerosité du site, et on va en discuter parce que c'est discutable, au regard de l'importance d'avoir une acquisition et une opération globale, parce qu'on a plein de petites copropriétés, et pour pouvoir agir de façon un peu coordonnée, il faut racheter le foncier, racheter tous les immeubles de façon donc globale. Au regard de ces éléments-là, on considère que c'est d'utilité publique, sans pour autant définir la nature de ce qu'on va faire sur cet espace-là. C'est ça, c'est le principe de la réserve foncière. Il existe d'autres types de déclarations d'utilité publique. Par exemple, vous êtes dans un village et puis il y a un train qui doit passer, on doit créer un rail. Bon. Et là, vous avez votre maison qui est en plein milieu. Bon, ben là, on fait une DUP d'aménagement. C'est-à-dire qu'on va vous exproprier parce qu'on considère que y a un outil qui est d'utilité publique, qui est le train qui doit passer sur votre propriété. Bon. Et il y en a d'autres. Il y a par exemple, j'en ai parlé un tout petit peu au début, des outils qui permettent d'obliger les propriétaires de réaliser des travaux sur leur logement. Donc là, c'est à l'échelle vraiment de l'immeuble et du logement. Et qui, lorsque les propriétaires ne jouent pas le jeu, la collectivité peut décider de mettre en place une expropriation. C'est ce qu'on appelle les périmètres de restauration immobilière qui ont été mis en place pendant presque 15 ans. 25 ans. Même 25 ans. Okay. Voilà, donc il y a différents types de DUP, différents motifs qui justifient donc l'utilité publique de l'intervention de l'institution, entre autres là de la métropole. Ici, c'est donc une réserve foncière avec donc l'idée qu'il y a la nécessité d'intervenir parce qu'il y a une urgence sur le site qui est une urgence liée à l'état des immeubles. On a des immeubles qui sont en péril, avec des arrêtés de péril, donc qui menaceraient, en tout cas selon l'institution et selon les expertises, c'est discutable, on va en discuter après, hein, peut-être de s'effondrer. Voilà. Donc l'argumentaire, il est là. L'argumentaire, il est écrit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le dossier d'enquête préalable, et il est consultable à la 40 rue Fauchier, c'est ça? Ouais. 40 rue Fauchier jusqu'au jeudi 25 16h. Et donc c'est dans ce document qu'on peut lire, et qu'on peut d'ailleurs aussi télécharger pour le coup, qu'on peut lire tout l'argumentaire qui justifie cette déclaration d'utilité publique. Dans ce haut de la rue d'Aubagne, il y a donc qui sont en péril effectivement. Il y a aussi des immeubles qui ne sont pas en péril mais qui se sont retrouvés pris dans le périmètre de sécurité qui a été défini au moment de l'effondrement. Donc on a d'une part des immeubles individuellement considérés comme en péril et d'autres qui sont juste dans ce périmètre-là qui globalement est considéré comme à risque. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'ensemble des habitants qui ont été évacués au moment, juste après l'effondrement, donc les habitants, les locataires, propriétaires, occupants et locataires, des immeubles qui étaient en péril et des immeubles situés dans le périmètre, eh bien, les habitants des immeubles qui étaient en péril, locataires, ont été très vite, immédiatement relogés en définitif par la ville dans du parc social. Et c'est les seuls qui ont été tout de suite relogés, c'est-à-dire que dès début 2019, enfin, ces habitants-là, qui ont donc été évacués en urgence, bon évidemment pour les mettre à l'abri, ont aussi été relogés de manière définitive, ce qui signifie qu'il y a quand même clairement une démarche sur un peu le long terme, enfin le moyen terme en tout cas, qui fait que du coup les locataires ne sont plus là où ils résidaient au moment des effondrements.